Le temps est revenu au vert cet après-midi. Pendant 3 jours, le ciel avait son manteau de gypse. Entre le Moule et Saint-François, de 120 à 150 mm d'eau ont noyé les cultures maraîchères. Les agriculteurs commencent à poser ce problème. La grève à Capesterre-Belle-Eau semble vouloir se décanter. Les protagonistes ont trouvé un accord sous le régime indemnitaire des agents. C'est la principale pierre d'achoppement de ce conflit longue durée qui saute, nous expliquera Karen Diama. Plus de 2 millions de passagers pour Pôle Caraïbes, mais beaucoup de passagers ne veut pas dire beaucoup de touristes. Si pour l'aéroport ça marche bien, pour l'hôtellerie c'est une autre chose, nous dira Isabelle Hamon. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour le développement de l'actualité de ce jeudi 25 août 2016. Le temps est repassé au vert cet après-midi, en tout début de soirée. Mais pendant 3 jours, il a conservé sous une grande partie du territoire guadeloupéen son manteau de gypse. De 150 à 200 mm d'eau sont tombés sur la Désirade, de 120 à 130 sur la commune de Déé et également sur la région qui se situe entre le Moule et Saint-François. Autant dire qu'avec une telle quantité d'eau, c'est pas bon, pas très bon pour les cultures maraîchères. À TV Guadeloupe, au cœur de votre vie quotidienne, voici le reportage de Moïse Dexter et de Patrick Curie. Au lendemain de l'épisode pluvieux, les régions les plus touchées sont celles du Moule et de Saint-François. Près de 100 ml d'eau sont tombés. Les plus impactés sont les maraîchers. Là, on se retrouve encore une fois endommagé et là, on aura des pertes conséquentes. Et là, la production va être anéantie et on n'aura plus de rendement pour fournir les marchés locaux. Et donc, les prix vont flamber et le consommateur il va payer les frais parce que là, vu que les sols sont inondés, on ne peut plus pratiquer, on ne peut plus rentrer, même avec le tracteur, on ne peut pas accéder aux parcelles. Même avec des chaussures, on ne peut pas accéder. Même là, il faut faire toutes les manipulations à main d'homme. On ne peut pas encore estimer les pertes. Si la pluie revenait à donner notre couche, là il faut chiffrer que toute la production va être anéantie. Donc ce sera au moins 80% de pertes. Et là, le mois va être... C'est comme si on n'aura pas de revenus ce mois-ci, peut-être le mois prochain. Des agriculteurs, désemparés face à un tel phénomène, font appel au pouvoir public. Nous sommes dans une situation désespérante. Que maintenant, la bonne bien aider, soit la région, l'État, les collectivités, aider nous afin que pour nous essayer de répartir. Mais sans but doit aider nous le plus vite possible. Tout est perdu là. Là, on va recommencer à zéro, on perd tout. Ça fait pratiquement presque chaque année, on prend ces coups-là. Mais là, je ne savais pas que ça allait venir comme ça. Je ne m'attendais pas à ça. On ne s'attendait pas parce que ce n'est pas que moi. Il ne s'agit que d'une période catastrophique selon les agriculteurs, qui espèrent rebondir grâce aux différentes aides qui leur seront attribuées. Vous vous souvenez, hier, nous avons ouvert le débat sur la gestion des alertes avec Georges Calixte de l'Université des Antilles qui travaille sur cette question. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'en période cyclonique, les alertes sont bien gérées? Voici les réponses que vous avez confiées à Linda Kayersi et à Isabelle Hamon. Ça peut changer d'un moment à l'autre. C'est quand, par exemple, on vous annonce qu'il y a vraiment un cyclone. Et on vous dit ça vers le matin, vers 7 h. Vers midi, on vous dit que ça ne va pas passer sous la Guadeloupe. Changement de direction. Alors, ce sont vraiment des prévisions. Ces phénomènes-là, on peut pas vraiment, ils ne sont pas vraiment définis. Je pense que c'est un petit peu mitigé. Hein. Voilà, c'est tout. Concernant la météo que nous annoncent les infos, quoi. Je trouve que c'est franchement du n'importe quoi. En fait, on va nous dire qu'il y a un beau temps, en fin de compte, il se met à pleuvoir. On a eu l'expérience il y a 2 jours de ça, où mais il s'est mis à pleuvoir toute la nuit, il y a eu des inondations et on n'a pas été alertés, rien du tout. Donc pour moi, ils ne sont pas fiables du tout et je ne me fie pas du tout aux alertes. Si j'ai besoin de faire quelque chose, je le fais à ma propre inscience, quoi. En fait, je ne prends pas rapport à la météo. Les techniciens de la météo, ils ne sont pas des dieux. Donc c'est vraiment l'imprévisible. Des jours ça va, des jours ça va pas, mais bon, c'est bien des prévisions, donc on prend comme ça vient. C'est pas si fiable que ça.
un coup on peut être là, on ne sait pas comment on peut être. Aujourd'hui il fait beau, demain on va voir l'orage. C'est ça. On ne peut pas être tranquille. Je ne pense pas que ce soit à 100%. Pourquoi? Parce que le temps est stable. À un moment, il y a du soleil, l'autre, il pleut. Donc, on ne peut pas dire qu'on peut se fier à la météo. Voilà, le débat est lancé. Vous pouvez toujours l'alimenter sur notre page Facebook ou en nous téléphonant à la rédaction d'ATV. Manifestement, les protagonistes de la grève à Capesterre-Belle-Eau ont décidé de donner un coup de collier pour aller de l'avant. Un problème qui se posait, le problème sur lequel achoppaient les négociations, c'est-à-dire le régime indemnitaire, ce verrou a sauté cet après-midi, alors que nous sommes en mesure de dire que nous pourrions aller vers une résolution de ce conflit. Reportage Karen Diama. Ils avaient rendez-vous ce matin pour reprendre les négociations qui étaient restées bloquées sur le régime indemnitaire. Nous avons dit que c'est jeune, tout GCG, fait GVL, GT, pas G. Et c'est comme ça qu'on va à force d'essayer de mesurer à nous. Nous avons compte que nous 5 années l'argent, 5 années le régime indemnitaire que nous faisons cadeau. Et aujourd'hui, là, nous avons demandé, nous pensons que le bon sens arrive en détail. Et que nous pouvons tarder, nous passer dans 5 minutes, nous pouvons signer le protocole là pour nous continuer et régler le conflit à KPC et permettre que les bitins reviennent à la normale. Après 2 suspensions de séance, une à 10h20, l'autre aux alentours d'11h30 pour faire le point. Nous sommes d'accord avec l'intégralité de la proposition. Et l'un des métiers, les gens de catégorie A qui ne veulent pas effectivement le régime indemnitaire en 2014 et que peut demander si on veut en 2017, nous disons pas avoir nécessité à garder phrases sans bala. C'est une délégation syndicale souriante qui ressort de la table des négociations pour annoncer à l'ensemble des grévistes la bonne nouvelle. Depuis le 7 juillet, nous commençons face à des maires communes Capesterre, et l'UAI, avec question à régime indemnitaire. Ça nous commandons, c'est marquer date là. Marquer date là. Et au fin, signer le protocole en les questions là, ça que nous avons décortiqué les autres. Nous pas affolés nous, c'est vrai qu'il y a 4 mois de grève. Et ça qui est important, surtout au début, à un moment donné, l'entourage politique à Mela, il reconnaît régularité, il reconnaît raison, nous, à dans revendication là. Donc maintenant, c'est vrai que le peuple qui vient demander de signer, ça a toujours qui est loin, mais très sincèrement, et aussi la base qui est derrière nous, nous sommes confiants. Et nous savons que Joël Beaujeune est signé, c'est lui qui met. Et donc ça prend le temps qu'il faut. Et voilà, nous signons un régime indemnitaire là qui était effectivement très difficile, puis il était signé à Capesterre. Signé aujourd'hui, la revalorisation du régime indemnitaire devrait rapporter aux agents entre 250 et 400 euros de primes supplémentaires, pour un total d'environ 2 millions d'euros aux frais de la municipalité. Nous avons signé l'intégralité de leurs demandes. C'est un coût exorbitant. Nous allons prendre les mesures pour respecter notre parole et je vais trouver l'engagement de la municipalité tout entière pour que le sentiment du service fait soit là, pour que le sentiment surtout aussi du service public soit accompli et pour que la paix revienne à Capesterre-Belle-Eau. C'était ça l'enjeu. Nous souhaitons la fin de cette grève. Il y a une rentrée qui est là, des enfants qui construisent leur avenir. Nous espérons que la fin des négociations soit donnée aussi aujourd'hui. Un sentiment partagé par les syndicats. En tout cas, nous allons poursuivre la négociation. Les points qui nient, c'est des points de discussion, mais très certainement, là, nous pouvons signer un protocole de fin de conflit. Très confiants sur l'issue imminente de ce conflit, les syndicats ont repris le chemin des négociations. Voilà, il se peut que la fin de ce conflit à Capesterre-Belle-Eau, ce très long conflit débuté depuis le début juillet, soit signé. Les collectivités locales, la région et le département ont placé au cœur de leur action politique la formation initiale. La région pour ce qui concerne les lycées, le département pour ce qui concerne les collèges. C'est un véritable plan de réhabilitation qui a été mis en place par l'équipe actuelle au conseil départemental. Par moins de 22 millions d'euros seront investis pour l'année 2016. Jacques Anselme, bonsoir. Vous êtes vice-président du conseil départemental. Vous avez entamé ce plan, vous commencez à visiter les collèges. Donc 22 millions, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de retard ou ça s'inscrit dans un progrès? Alors permettez-moi d'abord de vous saluer, M. Canval, et de saluer donc vos téléspectateurs, et de vous dire que ces 22 millions, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est peut-être pas assez, parce que nous avons donc des difficultés, nous avons un budget contraint,
Et donc, les arbitrages ont été difficiles, mais la priorité, justement, vous l'avez dit, c'est celle donc, de permettre à notre jeunesse de pouvoir donc, construire son avenir et que par conséquent, l'arbitrage budgétaire avec Madame la Présidente du Conseil départemental a permis que nous puissions dégager ces moyens-là. Mais c'est bien dans la continuité de l'action qui se faisait déjà et qui donc s'est accentuée. Donc vous comblez le retard? On ne comble pas le retard, on continue l'action et on accentue. Puis il y a quand même, s'il y a 22 millions d'investis aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait quelques retards, les collèges étaient dans un état, certains dans un état de vétusté, et surtout par aux normes parasismiques. Non, mais vous savez, la question des normes parasismiques est quelque peu délicate dans la mesure où souvent on parle de nouvelles normes parasismiques, mais il ne faut pas oublier que les établissements étaient aux normes parasismiques. Mais maintenant, les normes ayant changé, donc ils ne sont plus aux normes parasismiques d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le savent pas. Donc aujourd'hui, il s'agit de les remettre donc, aux normes parasismiques actuelles. Et de ce fait, donc, il y a ces travaux, ce premier plan qui a été donc, engagé d'environ 44 millions d'euros et où nous aurons donc un accompagnement de l'État par conventionnement pour à peu près 40%, donc 17 millions d'euros. Et donc, c'est ce plan-là qui est en train de se mettre en action, en particulier sur le collège de Danse-Bertrand. Le moule est terminé. Nous sommes maintenant sur le collège de Bébel-Sainte-Rose. De Bébel-Sainte-Rose et puis aussi Marie-Galante. Et après, il y aura Kermadec après, oui, voilà. Et donc, nous aurons bientôt aussi la mise en place, nous sommes en train d'y travailler, un nouveau plan, parce que, écoutez, les premières estimations que nous avons faites en 2010 concernaient donc les 42 collèges de Guadeloupe, et ce n'est pas moins de 260 millions d'euros qu'il faut trouver. Et par conséquent, on voit bien qu'il y a donc ce premier plan, c'est 44 millions, mais il y aura donc un deuxième plan qui est en train de se mettre en place et où nous allons donc naturellement compter sur la participation aussi de l'État dans le cadre des fonds borniers. Je me souviens lorsque les collèges ont été transférés au département, c'était des collèges souffrières, c'est-à-dire véritablement c'était dans un très mauvais état. L'État vous a laissé, on va dire, le bébé avec l'eau, pas avec l'eau du bain, mais est-ce qu'on vous a accompagné tout au long de ce programme pour pouvoir réhabiliter l'ensemble des collèges du département? Alors, je vous ai bien dit, vous avez raison de le souligner, il faut insister dessus, repenser au transfert, ce que je dis souvent à mes collègues, parce qu'il est un enseignant, et à la retraite. Et donc, ce que je dis très souvent, c'est qu'il ne faut pas oublier dans quel état nous ont été transférés les collèges. C'est vrai qu'on nous a quelque peu, ou disons pas du tout accompagnés à ce moment-là, donc on a dû trouver les moyens dans le cadre de la collectivité, avec les moyens des impôts des Guadeloupéens eux-mêmes, pour que nous puissions justement arriver là où nous sommes aujourd'hui. Mais il faut dire que le chemin parcouru a été long et je veux dire aussi qu'il a été fructueux, parce que les collèges d'aujourd'hui ne sont pas ceux des collèges de 83. Je vois que Grand Camp, par exemple, qui est un collège qui n'est pas très très vieux, mais qui a dû être réhabilité, il y avait des erreurs au départ? Disons que, écoutez, je ne porterai pas de jugement sur non, c'est une question. Non, je ne porte pas de jugement sur ceux et celles qui ont construit donc, ces collèges que nous avons trouvés. Mais c'est vrai, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils étaient aux normes de l'époque. Ils ont une conception qui était celle des architectes de ce moment-là. Aujourd'hui, quand nous construisons, nous faisons attention. Nous faisons plus attention, certainement. Et nous, pour ma part, je fais en sorte, avec les équipes qui m'accompagnent, d'intégrer à la fois donc, la fonctionnalité, aussi l'entretien, parce que souvent les collèges qui sont apparemment neufs nécessitent justement d'autres frais d'entretien une année ou 2 années après. Donc nous ne voulons pas que cela se reproduise et nous faisons en sorte que dans le choix que nous faisons, même s'il y a quelques crispations de la part des conseils d'architecture, nous faisons en sorte que cela réponde aux besoins qui sont les nôtres et sont des élèves. D'accord. On sait que Marie-Galante, c'est très cher au cœur de la présidente du conseil départemental. Le collège de Saint-Louis, qui est un collège, on va dire, à liture, c'est bien avant. Est-ce qu'il est prévu de le réhabiliter, de transférer quelque part Eh bien, je vous dis que depuis que hier, nous étions prévus d'aller à Marie-Galante, la présidente devait visiter Marie-Galante, je vais l'accompagner. Et donc, nous y serons donc, le 31. Nous allons donc visiter ces collèges et voir les travaux qui sont, parce que la volonté de la présidente, c'est de voir justement qu'elle a avancé les travaux qui sont entrepris pour la rentrée scolaire. Donc naturellement, Marie-Galante ne sera pas oubliée. La preuve, je vous dis que nous avons programmé depuis hier d'y aller. Mais quand vous parlez de collège à lecture, il ne faut pas oublier aussi le collège de Bébel-Sainte-Rose sur lequel nous sommes en train de travailler, et ce n'est pas moins de 14 millions d'euros que nous allons investir.
Ce collège-là, justement, c'est un collège soufrière. Et jusqu'à maintenant, si vous passez faire un tour là, je trouve que, bon, je ne devrais pas trop le dire, mais ils ont été courageux, ceux qui nous ont aidés justement à attendre que le collège de la Boucance se construise pour pouvoir donc délester quelque peu de son effectif. Ce collège-là, c'est un collège 1400, et donc aujourd'hui, c'est un collège d'environ 700, donc ça nous permet de faire des travaux. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'il faut intégrer ça absolument, c'est que les travaux se font pendant l'année scolaire et donc pendant les cours. Donc nous devons à la fois trouver le consentement de tous les professionnels, voilà, les professionnels, par les enseignants, des élèves et de toute la communauté scolaire, pour pouvoir entreprendre des travaux en même temps que l'acte éducatif continue. Alors, jetons un œil sur la démographie de la Guadeloupe. Oui. On sait que des classes ferment, on supprime des postes. Est-ce qu'il y a des projets de construction de nouveaux bâtiments? Alors, dans l'immédiat, nous n'en avons pas. Parce qu'à l'époque, nous étions aidés par l'Europe dans la construction de nouveaux établissements. Aujourd'hui, ces moyens-là, donc, nous ne les avons plus. Et deuxièmement, vous avez raison de poser la question sur la démographie. La démographie des collèges, nous avons fait des projections jusqu'en 2022. Et donc, ces projections nous indiquent que ce ne sera pas moins d'une diminution de 5000 élèves. Donc, 5000 élèves, cela veut dire au moins 5 collèges en trop. Oui. Mais donc, je veux dire que nous n'allons pas supprimer des collèges, je veux dire simplement que nous n'allons pas en construire. Et donc, nous allons utiliser de manière plus rationnelle. Et quand nous allons donc faire ces confortements parasismiques, nous allons faire en sorte aussi que les collèges soient reconstruits, mais suivant le besoin. Donc, c'était des collèges 1200, ce seront peut-être des collèges 700. Donc, nous allons adapter cette reconstruction aux besoins justement de l'établissement tout en intégrant les besoins éventuels futurs. Une question qui ennuie, quand fermez-vous Terre de Bas où il n'y a personne? Alors Terre de Bas, c'est un collège vide, il faut fermer? Non, c'est un collège qui... Non, ferme pas. C'est un collège qui vit, il n'y a pas beaucoup d'élèves, c'est vrai, mais c'est un collège qui est dans le cadre du collège Archipel des Saintes, c'est pas le collège de Terre de Bas seul, mais c'est le collège de Terre de Bas et Terre de Haut. Les élèves de Terre de Haut n'y vont pas, on sait qu'il y a une divergence politique là-bas, c'est un peu de folklore, et l'argent est folklorisé, l'usage de l'argent public est folklorisé en quelque sorte. Non, quand même pas. Non. Disons que le collège a été construit à l'époque parce que c'est un collège 350 qui a été construit pour qu'il puisse accueillir les élèves de Terre de Bas et de Terre de Haut. Bon, les choses ne sont pas faites, je ne vais pas revenir sur l'histoire, mais je veux dire simplement qu'aujourd'hui, nous sommes en train de penser à une autre destination pour ce collège-là et pouvoir donc l'utiliser. Vous avez bien vu que je vous en ai parlé tout à l'heure. Il ne s'agit plus pour nous de parler que de réparation, de confortement parasismique, mais aussi intégrer les nouveaux axes, les nouveaux concepts qui sont aujourd'hui en cours, c'est-à-dire la transition énergétique, et donc l'économie verte, l'économie bleue. Donc il faut qu'on intègre ça. Et le collège de Terre de Bas s'y prêtera très bien. D'accord, Monsieur Anselme. Alors, dans les collèges, vous avez plutôt privilégié les uniformes. Ça coûte moins cher aux parents. Ah, c'est pas nous, c'est pas le conseil départemental qui a privilégié. Générale, les collèges, la communauté scolaire a préféré l'uniforme. Oui, a privilégié les uniformes et je pense que ça va très bien. C'est peut-être le moins mauvais choix. Alors, je vous propose de voir maintenant le sujet que Linda KRC a consacré à cette question, les tendances vestimentaires pour la prochaine rentrée. Regardez. Comment être tendance quand l'uniforme est imposé à l'école? L'astuce, tout miser sur le jean. Avec les années, il s'est adapté. Confortable et élégant, zoom sur des jeans nouvelle génération. Là, je vous présente un jean qui a en fait la particularité d'avoir bien évidemment un aspect de jean et bien sûr un tissu de jogging. Donc en fait, on parle justement d'une association pour le confort total du jean et du jogging. Après, je vais vous montrer un autre jean qui a une autre particularité qui, en fait, en gros, utilise une technologie qui s'appelle le Powerflex. Et en fait, c'est un jean qui a 70% d'élastane. Et en fait, c'est un jean qui est mémoire de forme. Donc en gros, le mémoire de forme, ça veut dire que la personne peut largement mettre son jean, le retirer, et quand il le remet, le jean prend à mémoriser la forme du corps de l'adolescent. La chaussure aussi s'adapte aux nouvelles tendances. La pièce maîtresse, celle qui signe l'allure tout entière. Dans cette chaussure qui a une particularité, il cherche encore du confort et en fait a racheté et en fait a créé une semelle spéciale qui s'appelle la semelle de running
et donc en fait qui permet pour le consommateur d'avoir un confort total lorsqu'il met sa paire de chaussures. Donc là c'est vraiment une innovation cette année. Et puis je vais vous parler des petites aussi qui sont des petites chaussures en toile. Alors on ne cherche pas le confort mais plutôt le côté pratique en fait. Enfin, pour ceux qui n'auront pas à porter le classique t-shirt uni au logo de l'école, Shopping Fashion. Là, je vous ai amené plusieurs modèles de t-shirts crop top, d'accord. Et puis, on voit aussi qu'on va sur une tendance de t-shirt à imprimer. Donc là, comme vous pouvez voir, on a vraiment beaucoup d'imprimés fleuris et compagnie. C'est vraiment la grosse tendance, autant chez les filles que chez les garçons. On remarque vraiment qu'on passe sur des modèles moins slim, moins moulants et plus larges et plus courts par contre. Voilà, donc pour les filles. Pour les garçons, il n'y a pas trop de changements de forme. Par contre, on se rend compte vraiment qu'en Guadeloupe, et bon, en France depuis très longtemps, mais en Guadeloupe, là, on revient vraiment sur la forme bien slim, les t-shirts slim, ainsi que les jeans slim pour garçons. Look tendance ou pas, l'essentiel est de se sentir bien dans ses baskets, pour mettre toutes les chances de son côté pour réussir son année scolaire, et ce, dès le premier jour. Reportage de Linda Kayarsi. Pour Pôle Caraïbes, ça marche très très bien. L'aéroport, l'établissement public a accueilli plus de 2 millions de personnes en 2015, soit une augmentation de plus de 3% d'une année sur l'autre. Mais beaucoup de passagers, ça ne veut pas dire beaucoup de touristes. On aurait pu le croire. Erreur, nous dit Isabelle Hameau. Beaucoup de passagers, ça ne veut pas dire beaucoup de touristes. Voici son reportage pour expliquer ce paradoxe. La Guadeloupe, une destination qui fait rêver pendant l'été. Pourtant, dans les hôtels, la fréquentation touristique n'aura pas battu son record cette année. Selon les hôteliers, la période estivale ne se développe pas suffisamment. Une année similaire aux autres années, malheureusement, ni meilleure ni pire, mais identique aux années précédentes, d'un été plutôt calme. Les clients qui viennent en Guadeloupe adorent la Guadeloupe et voient l'évolution progressive et profitent de toute la richesse que peut offrir la Guadeloupe. Donc il y a un vrai attachement, il y a un vrai côté affectif. C'est simplement un problème de volume qu'il faut développer. Parce que la Guadeloupe, tout le monde le sait, offre des activités, offre une attractivité, offre des prestations assez exceptionnelles qui peuvent plaire au plus grand nombre. Donc c'est simplement ce nombre qu'il faut arriver à augmenter par un travail de communication peut-être plus général. Du côté de l'aéroport, la croissance du trafic aérien ne cesse de croître. La structure enregistre un excellent résultat pour la saison d'hiver qui s'est achevée en avril dernier, avec plus de 10% de passagers venant de tout horizon. Une dynamique qui se poursuit en été, bien que la plupart des sièges sont occupés par les locaux. On a reçu une croissance de 10%. En fait, la moitié de cette croissance était liée au trafic long courrier avec la métropole, donc notre domaine touristique traditionnel, mais l'autre moitié de la croissance était norvégienne. Donc la croissance de l'aéroport s'est faite à parité entre ce trafic nouveau d'Américains qui sont revenus en Guadeloupe et ce trafic, entre guillemets, de notre clientèle française traditionnelle. Maintenant, pour l'été, donc Norvégienne a arrêté ses opérations, et Norvégienne va recommencer au mois de novembre, donc on n'a pas Norvégienne pendant la saison d'été. Par contre, la croissance est aussi forte, on a quasiment une croissance donc à 2 chiffres, donc comme je vous ai dit de 13%, et cette croissance est portée elle aussi à parité, toujours la métropole, qui affiche des taux de croissance de 10%, et nous avons aussi le régional maintenant, qui représente l'autre partie du trafic, qui porte la croissance de Pôle Caraïbes. Donc pendant l'hiver, c'était Norvégienne et la métropole, et aujourd'hui, pendant l'été, c'est la métropole et le trafic régional. On a des taux de croissance de près de 30% par exemple sur la Martinique, des taux de croissance de 15% sur Saint-Martin, Saint-Barthélemy, donc une très grosse dynamique actuellement au niveau du régional pendant l'été. Un bilan à demi-teinte qui s'explique par des vols déséquilibrés, mais pas seulement. Beaucoup de passagers au début, et ces mêmes passagers qui repartent, donc les avions ne sont pas équilibrés, donc les billets aussi sont plus chers pendant cette période-là. Alors c'est un peu un paradoxe parce qu'à cette période, les billets sont le plus élevés, c'est vrai que les hôtels sont moins pleins, donc les prix dans les chambres d'hôtel sont moins élevés. Et c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de dire que on pourrait trouver un levier, je dirais, pour profiter de cette basse saison au niveau des hôtels, pour pouvoir avoir une activité plus importante. Alors des efforts sont faits, c'est vrai, mais malheureusement on a ce problème structurel. Un travail de fond à harmoniser donc. Une chose est sûre, la promotion de la Guadeloupe en Europe et ailleurs semble positive.
Deux touristes qui bronzent sur une plage de l'hôtel Bakwa en Martinique, quoi de plus normal. Mais c'est la suite qui l'est moins, racontée par nos confrères d'ATV Martinique. Donc lorsqu'on est raciste, on ne vient pas en Martinique. Vous restez à Nice. On ne demande pas aux vigiles de faire bouger des enfants qui habitent ici, des Noirs. Donc je vais vous filmer maintenant, vous deux là. Okay? Des accusations de racisme et de xénophobie envers deux touristes. Depuis quelques jours, cette vidéo circule sur les réseaux sociaux. L'homme qui filme ne comprend pas pourquoi les visiteurs font appel aux vigiles de l'hôtel pour récupérer deux transats, alors occupés par des enfants d'origine antillaise. Comme nous l'a indiqué la direction de l'établissement, la plage est publique, mais les installations sont réservées en priorité aux clients du Bakwa. L'histoire serait donc partie d'un malentendu. Pour ceux qui fréquentent régulièrement le lieu, il n'y a aucune tension entre les touristes et les locaux. Ce matin, au réveil, je suis venue sur la plage. Il y avait des locaux, des femmes qui se baignaient, on s'est salué, on s'est demandé si tout allait bien, l'eau était bonne, donc il n'y avait aucun souci. Ça va faire pratiquement 18 ans. Au jour d'aujourd'hui, j'ai jamais entendu quoi que ce soit au niveau de la cohabitation entre les métros et les gens locaux ici. Ça se passe bien, tout le monde s'entend bien, il n'y a jamais de soucis. J'ai pas de problème dès que je viens ici avec les gens. Tout le monde s'apprécie, que ce soit... non, pas de problème de racisme, non. Une apparente tranquillité. Pourtant, la Pointe du Bout ne jouit pas toujours d'une bonne réputation. Certains commerçants de la place l'avouent à demi-mot. J'entends souvent dire la Pointe des Blancs ou ce genre de choses. Voilà. C'est vrai que c'est pas faux, il y a une grosse communauté de métropolitains ici. Voilà. Après, j'ai jamais, moi je veux dire, tout le monde est bienvenu ici, il n'y a jamais eu de soucis. Il y a des imbéciles partout, que ce soit des métros, des touristes, des locaux. On a toujours des imbéciles qui sont là pour avoir des mots ou des gestes déplacés, mais c'est partout. Une fausse polémique au final, amplifiée par les réseaux sociaux, mais peut-être révèle-t-elle un malaise plus profond dans certaines communes du Sud. Loïs, Régis, Michelet et François pour ATV Martinique. Après les braquages en série à Basse-Terre, à Pointe-à-Pitre, les commerçants s'interrogent. Et surtout après qu'un homme a été abattu à Cayenne par un commerçant qui était en train d'être cambriolé, beaucoup envisagent de s'armer. Une pétition va circuler ces jours prochains. Mais la présidente du syndicat des commerçants de Pointe-à-Pitre, elle, plaide plutôt pour un renforcement des conditions de sécurité. Elle s'est exprimée au micro de Patrick Curie et de Maurice Dexter. Bon, les faits de braquage, je dirais qu'ils existent partout, dans toutes les communes. Et nous avons remarqué que c'est dans les communes qui sont les villes clés économiquement et commercialement. Et donc, ces faits de braquage sont partout. Donc, nous pensons qu'il faut prendre des dispositions pour qu'on augmente l'effectif de policiers, puisque nous sommes en zone police. Et voir aussi dans quelle mesure nous pourrons faire venir aussi des gendarmes pour assurer une sécurité sur Pointe-à-Pitre. Nous avons l'alerte commerce, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que nous mettions en place une police plus sécurisante. Il y a un ras-le-bol partout en Guadeloupe. Hein? Et puis je peux dire que l'essentiel, c'est que nous puissions prendre des mesures appropriées. C'est bien ce que je disais, les mesures appropriées, c'est travailler pour que l'ensemble des Guadeloupéens puissent être en sécurité dans la ville. Quand ils viennent à Pointe-à-Pitre, ils puissent marcher et être en sécurité. Vous êtes sur ATV Guadeloupe, nous allons au cœur de votre vie quotidienne, restez avec nous. Dans un instant, je vous emmènerai avec Linda Kayarsi chausser les lunettes de nouvelles tendances si vous voulez briller en société ou entre amis. Et puis, nous emprunterons également un tout petit chemin qui mène au rhum et au bon cocktail. Le Tour de Guyane, Christian Lavenette du Vélo Club guyanais a gagné la 6e étape devant Jules Lanclume et Cédric Ramotte. Le maillot jaune est toujours solidement sur les épaules de Kylian Duro. Voici le résumé de l'étape du jour avec nos confrères d'ATV Guyane. Christian Lavenette du Vélo Club guyanais qui va saluer effectivement. 6e étape de ce tour et déjà 3e victoire pour la Guyane. Christian Lavenette du Vélo Club guyanais s'impose au sprint devant les Guadeloupéens Jules Lanclume et Cédric Ramotte. C'était ce qu'on recherchait depuis le début du tour. On l'a eu. C'est une victoire collective. Mais dans le dernier kilomètre, je me retrouvais devant avec un petit groupe. Pas beaucoup, hein, pas à peine peut-être à 15 secondes.
Et puis on voyait le panneau 1 km. J'ai attaqué et puis j'ai donné tout ce que j'avais jusqu'à la ligne et puis j'arrive à le remporter. Dès le départ de Saint-Laurent, les cyclistes imposent une cadence rapide pour cette étape de 113 km menant à Igrakubo. Et à l'image des jours précédents, de nombreux coureurs essayent très vite de quitter le peloton. À moins de 30 km du départ, 7 hommes décrochent. Les Guyanais Stéphane Merrill de l'EGC et Jémy Coutan du VCK, accompagnés du Belge Saint Van de Mierop, de Larry Lutin de la Guadeloupe, de Michael Stanislas de la Martinique, Guillaume Pouget du Pays de la Loire et enfin Antoine Grimard de Nancy. Une échappée qui va réussir à mettre plus de 2 minutes d'écart avec l'arrière de la course. Les Guadeloupéens vont alors une nouvelle fois faire le travail pour ramener le peloton. Et à 20 km de l'arrivée, le groupe de tête est rejoint. Le peloton arrive donc groupé en direction d'Igrakubo et sur le dernier kilomètre, Christian Lavenette trouve l'ouverture et conserve une légère avance pour remporter la victoire juste devant les Guadeloupéens. Le but c'était de laisser une échappée partir, quasiment 3-4 minutes, de gérer jusqu'à l'arrivée comme ça. On a eu la Martinique qui nous a aidés tout au long de la course. Ensuite, à la fin, il y a les Allemands qui ont roulé et les Guyanais aussi. Il fallait suivre et après ramener la motte. Mais bon, il y a un qui est parti juste avant la ligne. J'ai tout fait pour ramener la motte, mais bon, on n'a pas pu doubler le premier. À l'issue du premier tronçon de cette 6e étape, le classement général reste inchangé. Le Guadeloupéen Kélian Duro conserve son maillot jaune avec 24 secondes d'avance sur le Martiniquais Hervé Arcade. Elle a commencé à chercher les notes qui s'aiment sur un piano dès l'âge de 8 ans. Après, ce fut la rue d'école d'Armand Siobud à Pointe-à-Pitre pour acquérir les secrets du solfège et de la grande musique. C'est une musicienne accomplie qui est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Florence Napri, ça va bien Florence? Ça va, merci. Alors, on sait que vous serez en concert, on va dire samedi soir. C'est ça, au Memorial Act. Avant ce concert, pour ceux qui ne vous connaissent pas, encore que très peu de gens ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, depuis ces 8 ans, l'école Armand Siobud, quel a été votre parcours? Alors, ça a été un parcours classique d'enfant normal qui va à l'école de musique pour ouvrir son esprit, pour découvrir la musique. C'est passé par le piano d'abord, les cours de solfège et les cours de chant choral, surtout. C'est là que j'ai commencé à apprendre à chanter et à aimer ça. En parallèle, j'écoute du jazz à la maison parce que je trouve ça formidable et que mon père a des CD fabuleux de grandes chanteuses comme Ella Fitzgerald et Sarah Vaughan. Oui, les grandes voix. Et voilà, et là j'essaie de les imiter et je pense que je peux dire que ce sont mes premiers vrais cours de chant. Le temps passe, j'arrive à Lyon, j'intègre une petite formation musicale, on fait des reprises de morceaux de zouk. Je pars à Paris et là je rencontre Willy Salcedo entre autres et avec lui je fais des premiers lives en tant que lead et choriste. Et le chemin se poursuit jusqu'à ce que moi, je décide de faire mon album à moi, qui s'appelle Funkan. Et là, j'y travaille avec un grand monsieur qui s'appelle Stéphane Castri et qui est un super bassiste guadeloupéen, notamment. Alors, Funkan, évidemment, il y a un morceau qui s'appelle Formatage. Ouais. Et là, j'ai été complètement surpris par le très groove, très rock. Très rock. Mais d'où ça vient, cette envie de commencer une chanson par une introduction complètement rock? Mais on se dit, mais où on est? D'où sort-elle? Qui sait? L'idée pour moi de la musique, c'est qu'il n'y ait pas de frontières. C'est qu'il n'y ait pas de séparation. L'art, c'est pareil. Je trouve que l'art se nourrit d'art, la musique se nourrit de musique, et les influences donnent des choses fabuleuses. Et donc, je n'ai pas envie de me cantonner à un style particulier. On va entendre du zouk, on va entendre de la biguine, on va entendre du jazz, on va entendre du gros cas, on va entendre du rock, on va entendre un peu d'électro. Et tout au long de l'album Funkan, c'est ce qui se passe. Je propose les influences qui sont les miennes et qui sont celles de Stéphane Castri dont je parlais tout à l'heure. Alors, il tourne avec des grands noms et lui, il ramène plein de choses du monde entier qu'on mélange tous les deux et ça a donné, entre autres, Formatage et son début super rock pour un morceau très zouk. Oui, alors si vous ne me croyez pas sur cette introduction très rock, très jazz, voilà, écoutez Formatage. À moitié imaginé, j'y mets tracé, on vit réglé, on travaille bien rémunéré pour on vit pas des sans danger. Pas derrière tout vos quotidien, même si en disant on t'y aille, toujours fait moins douter quand t'es supporté conformité. On joue destin, la vie beau moins, main y a dans main en moins. C'est dancier, il faut, c'est moi choisis ça qui plie bon pour moi. Alors tout rêve qu'à tout fait. Yo pas chay et moins aller, devez monter compter en caillon moyen commencer parler. J'tabidu bidu bidu du papa, j'tabidu
de la télé ne nous ont pas permis d'entendre cette introduction, mais c'est votre qualité, c'est la qualité de votre musique, donc c'est vraiment des choix. Et on entendra ça aussi samedi. Exactement. Alors samedi, ce sera d'autant plus intéressant qu'on sera 3 sur scène. Ouais. Je serai avec Stéphane Castries à la basse et Thierry Vaton au piano. Et moi à la voix et à l'œuf. C'est pour ça qu'on a appelé le trio le Z-Band. Et donc, l'idée sera encore de changer cette musique que je propose sur l'album Funkan et qui réunit de multiples instruments, de proposer quelque chose d'autrement ouvert, d'autrement joué, parce que j'ai joué plusieurs fois l'année dernière en Guadeloupe, par exemple, et que je n'ai pas envie de proposer la même chose au public qui est déjà venu me voir en mars et en mai. Et là, je propose quelque chose de tout à fait différent, samedi au Mémorial. On va s'arrêter un petit peu sur la biguine. Vous jouez de la biguine aussi, c'est une musique très élaborée, avec des compositions vraiment très élaborées, temps contre temps, etc. On va chercher un petit peu dans l'éclectisme avec la biguine. C'est ça qui vous a séduit? C'est exactement ça. Quand j'ai entendu les premières biguines qui m'ont marqué, je me suis dit, mais ça ressemble à du jazz, c'est du jazz de chez nous, c'est le même genre de fonctionnement. Il y a un A, un B pour les initiés, c'est-à-dire un couplet, refrain, et une partie où on peut improviser et s'exprimer. Et moi, ça m'a effectivement énormément plu. Et donc oui, on retrouve de la biguine sur l'album. Il y a quelques semaines, 2 semaines, j'étais en Martinique pour le festival Biguine Jazz, justement, parce que dans ce festival, l'idée, pareil, est de mélanger les influences et d'arriver avec quelque chose qui est ancré, je crois, dans la culture antillaise et qui est pour autant ouvert sur le monde. Vous avez dit que vous avez un excellent bassiste. Vos propositions, c'est la ligne de basse qui dirige tout? Ah, alors ça se passe de plusieurs façons. Alors soit moi j'ai une idée de mélodie et je la lui soumets et il l'arrange, soit il a tout un morceau en tête et il me charge d'écrire le texte et de l'interpréter. C'est souvent comme ça qu'on fait, ouais. Donc c'est un travail, on va dire, une vraie coopération. Oui, c'est un travail collectif. C'est vraiment un album à 4 mains, celui-ci. Et les thèmes que vous abordez? Je parle d'amour, c'est universel, on ne peut pas y couper, d'amour déçu, d'amour heureux. Je parle de la Guadeloupe que j'aime énormément, qui est pleine de paradoxes, mais pleine de force et de richesse. Je parle de la femme que je suis, de celle que j'ai envie d'être, des femmes que j'admire. Je parle de quoi encore? Je parle un petit peu de tristesse, parce que ça fait partie de la vie, mais pas trop, parce que j'aime pas m'appesantir sur ce sujet-là. Vous portez des lunettes? Ça m'arrive. Je devrais les mettre plus souvent. Je vous propose les nouvelles tendances qui existent sur le marché pour les lunettes. Linda KRC s'y est essayée et ça lui a plu. Voici le reportage que nous a ramené. Une lunette design, innovante, originale. Voilà ce que propose cet opticien lunetier. J'ai un tout petit magasin qui n'est pas spécialement bien placé, donc il fallait se démarquer par certains produits. Bon, les produits se démarquer, il fallait trouver des choses un petit peu originales. On estime qu'à peu près sur 100 personnes, il y en a 80 qui aiment des choses classiques, la lunette basique, noire, etc. Et puis il y a 20% de gens qui veulent des choses originales. Alors, on préfère se baser sur ces 20%-là. Voilà, c'est ma préférée. Pourquoi c'est votre préférée? J'aime bien la couleur, j'aime bien ce genre de choses. Et puis c'est très classe. Une personne qui porte ça, c'est classe, c'est du beau. Voilà, je l'aime bien. C'est une question de goût, mais j'adore celle-ci. Voilà, puis côté doré, côté... Les femmes ne portent plus de bijoux, malheureusement, maintenant. Et on retrouve le bijou sur le nez. Des montures plastiques, en inox ou encore plaqué or à 24 carats. Un véritable travail d'orfèvre réalisé dans la boutique de Patrick Riffaut. Toutes nos pièces sont vissées. C'est-à-dire que s'il y a un problème d'ajustage, quoi que ce soit, nous dévissons la pièce. On la remet en atelier, on reforme la pièce et on la rajuste et on revisse dessus. Donc une pièce qui casse, ça ne casse pratiquement jamais, l'inox est extrêmement solide, extrêmement fiable. Une pièce qui casse, elle est remplacée immédiatement. Il faut 2 heures pour dessiner, 2-3 heures pour dessiner la lunette. Un prototype, c'est 3 heures de travail, au minimum quand tout va bien. Donc c'est quand même 6 à 7 à 8 heures de travail pour faire la première lunette. Après la deuxième, une fois qu'on a fait le patron, c'est quand même beaucoup plus facile. Généralement, on travaille par une douzaine de lunettes. Des séries moyennes, c'est une douzaine de lunettes. Mais comme on en vend un petit peu ailleurs dans le monde, quelquefois on peut aller jusqu'à 50-60 lunettes. Des montures de grande qualité qui séduisent sa clientèle. Ici, pas moins de 14 tailles différentes et une infinité de formes de verre sur 130 modèles de branches. Notre critère, c'est le choix. Si on propose de bons produits, la clientèle sera fidélisée. Si on propose un mauvais produit trop cher, etc., le client il va nous dire au revoir. Enfin, il nous dira pas au revoir, on ne le verra plus. Voilà. Donc notre but à nous, c'est de proposer le bon produit. Du moment où on va proposer au client un bon produit à un prix très raisonnable
et puis qui plaise un petit peu à son entourage, la fidélisation se fait automatiquement. On parle même pas argent dans ces cas-là. Avec les années, Patrick Riffaut a su faire de ses montures de véritables bijoux, des yeux, pour oser l'originalité. Voici quelques informations qui pourront être utiles à votre vie quotidienne. Délestage toujours du réseau de Capesterre-Belle-Eau, insuffisance de production, cela donnera des coupures sur l'ensemble de la commune de Gosier, de Goyave, c'est la fête du Gosier, ça tombe très bien. Retour à la normale prévu le samedi 27 août en début de matinée. Et puis si vous voulez donner votre sang, vous avez rendez-vous place de la mairie au Moule de 8h à 12h30 pour pouvoir donner votre sang et accomplir ce geste qui sauve des vies. Voilà, c'est la fin de ce journal de ce soir. Dans un instant, je vous en rappellerai les principaux titres.